On est en plein paradoxe du siècle social et on fait complètement mine de l'ignorer. Ce texte, il est tiré de ma newsletter. Vous pouvez vous abonner simplement en cliquant sur le lien qui est dans la description de l'épisode. Il y a quelques jours, je me suis inscrit dans une nouvelle salle de sport. Une décision qui est plutôt anodine, mais si je vous en parle, c'est que mon critère décisif de choix en surprendrait plus d'un, je crois. J'ai choisi cette salle pour son café. Alors pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'après 13 ans en tant qu'indépendant, j'ai appris évidemment à apprécier la liberté d'organiser mon temps, cette capacité à façonner mes journées selon mes envies, et j'ai toujours choisi des appartements permettant de le faire dans des bonnes conditions. Mais pourtant, la solitude des journées commence à me peser. Et en fait, j'ai partagé cette raison principale de mon inscription à cette gym avec un ami qui s'appelle John Krakauer, qui est un neuroscientifique américain qui est très reconnu. Et il m'a répondu par une formule qui résonne comme un diagnostic de notre époque. We need to practice human. En français, dans le texte, ça veut dire nous devons pratiquer l'art d'être humain. A priori, cette phrase, elle ne veut rien dire, c'est un non-sens, et pourtant, c'est tout l'inverse. Parce qu'un comme un muscle qui s'atrophie, faute d'exercice, de manière insidieuse, notre capacité à créer du lien, elle se délite dans le confort de notre isolement choisi. D'ailleurs, j'ai reçu sur Vlan une chercheuse du MIT, Valérie Gauthier, pour nous aider à recréer du dialogue, si ça vous intéresse. Et cette semaine, j'ai envie d'explorer ce que le magazine The Atlantic a justement nommé de siècle antisocial. Mais alors, c'est quoi le paradoxe de notre solitude moderne? La langue anglaise, dans sa précision, distingue solitude de loneliness. Le premier terme, il décrit un choix enrichissant, une pause réparatrice, et le second, il évoque une forme d'isolement toxique, un repli qui nous éloigne de notre nature profonde. Alors, dans la langue française, on a peine à capturer cette nuance essentielle parce que isolement, ça porte déjà tellement une connotation négative qu'on n'arrive pas vraiment à traduire fidèlement loneliness, ce loneliness contemporain que nous nous imposons collectivement. Alors attention, évidemment, au ressentir de la solitude, c'est une réponse saine, comme le souligne le sociologue Eric Klinenberg, parce que c'est cette énergie qui, par exemple, m'a poussé vers cette salle de sport. C'est un besoin viscéral de se reconnecter avec le monde. Mais voilà le paradoxe de notre époque, c'est que on répond au sentiment de solitude par davantage de solitude, dans une spirale qui nous éloigne un peu plus des uns des autres. Et les chiffres racontent une histoire paradoxale de notre temps. Pour chaque heure passée en présence d'autrui, hors de chez soi, un Américain moyen passe en moyenne 7 heures devant la télévision. La fréquence des dîners entre amis a chuté de 45% entre 1970 et les années 2000. Et alors nous croyons évidemment chercher le bien-être dans cette retraite, mais les études en psychologie moderne montrent qu'en réalité, c'est une contre-vérité. Nous sommes particulièrement mauvais pour identifier ce qui nous rend véritablement heureux. Et en fait, ce que l'on nomme le me-time a un vrai côté sombre. Je vous explique tout ça. Il y a une expérience fascinante qui a été menée à Chicago par le psychologue Nick Epley. Et ça illustre ce côté sombre parfaitement. Il a demandé aux usagers du métro d'imaginer leur trajet idéal. Et la majorité, sans doute comme vous qui m'écoutez, a opté pour un voyage silencieux et solitaire, considérant qu'une conversation avec un inconnu, ça serait plutôt désagréable. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'expérience a prouvé exactement l'inverse. Les interactions, même brèves, ont significativement amélioré leur bien-être. Et le plus long étaient les conversations, le meilleur était l'impact. C'est ce que les chercheurs appellent le paradoxe de la connexion sociale. Nous fuyons précisément ce qui pourrait nous rendre heureux. Pourtant, même dans un espace social tel que le métro, nous nous informons dans l'isolement de nos écouteurs qui annulent le bruit, ou simplement en plaçant l'écran glacé de notre téléphone entre soi et les autres. Et ce qui est mauvais pour notre santé mentale finit évidemment par l'être pour notre santé physique, comme le prouvent de nombreuses études sur la longévité. Je ne sais pas si vous aviez écouté l'épisode avec Jean-Marc Lemaître, on en parlait, il est directeur de recherche à l'INSERM et il expliquait que être utile à sa communauté, c'est évidemment fondamental. Et par ailleurs, il y a un prix politique à cette déconnexion sociale. J'adore cette citation de Deleuze qui prend ici, à mon sens, justement tout son sens. Le pouvoir exige des corps tristes,
Le pouvoir a besoin de tristesse parce qu'il peut la dominer. La joie est résistance parce qu'elle n'abandonne pas. Alors, sans verser dans le complotisme, l'idée n'est pas de se dire que le pouvoir en place nous invite à rester chez nous, mais force est de constater que notre isolement volontaire fragilise le tissu social. En fait, on renforce le tissu et des liens avec ceux qui pensent comme nous, tandis que notre seule exposition à des opinions divergentes se fait à travers le prisme déformant des algorithmes des réseaux sociaux. Autrement dit, la nuance qu'apportait une discussion au café du commerce, la modération qu'insufflait une conversation avec un voisin de palier, tout cela s'est effacé progressivement. Et Trump a parfaitement profité de cette situation, il l'a renforcée en créant son propre réseau social, qu'il a ironiquement appelé Truth Social, le social de la vérité. Alors que selon le Washington Post, qui appartient au fondateur d'Amazon quand même, durant son premier mandat, il a menti 30 573 fois, soit 21 mensonges par jour en moyenne. Pareil, la situation est évidemment encore renforcée par un Musk qui prend la main sur X, évidemment. Et comme l'explique le sociologue Don Kellman, si la famille nous apprend l'amour, la tribu nous apprend la loyauté et le village nous apprend la tolérance. Et sans ce village, nous perdons notre capacité tout simplement à comprendre les narratifs différents des nôtres. Et la réalité, c'est que parler avec des personnes bienveillantes, avec des opinions légèrement différentes des nôtres, permet de se modérer politiquement, automatiquement. À partir du moment où on n'arrive plus à avoir d'interaction avec nos voisins, on n'arrive plus à nous connecter à la nuance. Et cela donne envie de renverser la table. Parce que naturellement, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est des avis hyper radicaux dans un sens ou dans l'autre. D'ailleurs, cette déconnexion sociale, elle est aussi en partie ce qui explique l'incompréhension chez les démocrates aux US, qui ont continué à parler des minorités invisibilisées. Bien sûr, c'est important, mais quand la majorité des Américains n'arrivent déjà pas à joindre les deux bouts. Alors, nous ne parlons même plus avec les mêmes faits, on ne parle plus avec les mêmes vérités. Et quand on pourrait être relativement d'accord, la plupart du temps en tout cas, comme l'a prouvé la Convention citoyenne en France, on n'y arrive pas. Et alors dans cette période qui est particulièrement dystopique, ce que j'observe surtout, c'est ce besoin de se réfugier avec un besoin croissant de se divertir. Alors on le sait, l'extrême droite, elle gagne faute de participants. Le nihilisme, c'est-à-dire le fait de ne s'intéresser plus à rien, à se dire « oh non mais la politique, j'en peux plus, les news, j'en peux plus », ça gagne partout et c'est particulièrement dangereux. Alors on écoute des podcasts d'humour ou des podcasts légers, on regarde des séries, et tout cela renforce le temps passé seul. Et c'est assez classique de gérer le stress à travers une forme d'isolement, mais en réalité cela est inversement proportionnel à notre niveau de bonheur. Et en fait, même nos rituels sociaux ont été touchés. Je ne sais pas si vous l'aviez réalisé. Dans les années 70, le foyer américain moyen recevait des amis plus d'une fois par mois. Aujourd'hui, ces rituels de socialisation, ils s'effritent. Les livraisons à domicile, en particulier depuis le Covid, représentent désormais 74% du trafic des restaurants aux États-Unis. Et ils transforment les lieux de convivialité, qui étaient les restaurants, en simples points de collecte. Et ne mentez pas, je suis sûr que de temps à autre, vous commandez une pizza, des trucs dans les restos. Et cette évolution, elle reflète une transformation plus profonde de notre rapport au temps et à l'espace. Entre 65 et 95, même si on s'en rend pas forcément compte, on a gagné collectivement 6 heures de temps libre par semaine. Ça représente 300 heures par an. Et au lieu d'investir ce temps dans des activités sociales, on l'a massivement réinvesti dans les écrans. Et c'est un choix qui pourrait sembler offrir plus de liberté, mais qui, paradoxalement, nous a enfermés dans une forme de solitude. Et je dois vous confesser, non sans gêne, que mon propre compteur est probablement plus élevé que les 30% de temps éveillé moyen passé devant un écran. Donc je suis pas mieux que vous, je suis pas en train de vous donner une leçon. Ce qui est plus inquiétant, les études démontrent une corrélation directe. Plus nous passons de temps devant nos écrans, moins nous sommes naturellement attirés par l'engagement social. Alors certes, une partie de ce temps d'écran est supposément social, d'où les réseaux sociaux, mais partager des liens TikTok ne remplace pas du tout la richesse d'une conversation en face à face. Et en fait, même dans le couple, il arrive régulièrement qu'un écran s'interfère entre les deux personnes, et la psychologue Esther Perel, elle m'a parlé d'ailleurs de solitude paradoxale ou de présence paradoxale. Vous n'êtes pas seul à ce moment-là, mais vous ressentez un sentiment qui est d'ignorance et qui parfois peut avoir des impacts délétères. C'est insupportable de se sentir ignoré par l'autre. Et alors, si vous avez des enfants, l'impact chez les ados, il est hallucinant. Parce que oui, la transformation, elle est encore plus frappante chez les jeunes générations. Les statistiques relèvent une réalité troublante. Ils sont de moins en moins nombreux
à vouloir passer leur permis, à sortir en date, ou même simplement avoir des amis en dehors de l'école. Ils font moins de bêtises, ils ont moins de relations sexuelles, ils restent dans leur chambre, et quand ils sont en famille, eux aussi mettent un écran entre eux et leurs parents. En fait, le nombre d'adolescents qui voient quotidiennement un ami hors du cadre scolaire a chuté de 50% par rapport à 1990. L'anxiété atteint des sommets chez les jeunes filles, dont près de 50% rapportent une tristesse persistante. Ce n'est plus seulement une redéfinition de l'adolescence à laquelle nous assistons, mais une transformation profonde de sa psychologie même. Comme l'explique Nicolas Carr, nous avons perdu cette frontière salutaire entre être seul et être dans la foule. Notre solitude est constamment parasitée par le flux ininterrompu des réseaux sociaux, créant un état paradoxal, c'est-à-dire plus connecté que jamais, mais aussi plus anxieux et plus épuisé. Un phénomène qui explique peut-être cette tendance étrange sur TikTok, qui célèbre l'annulation des dîners ou des plans sociaux. Et j'avoue l'avoir déjà fait moi-même, pas sur TikTok, mais juste avec moi-même. Et je suis certain que vous-même, vous avez eu ce petit sentiment jouissif de l'annulation d'un dîner, au moins une fois dans votre vie, dernièrement depuis le Covid. Et alors, il y a un truc que j'avais pas du tout vu venir. De manière surprenante, en tout cas pour moi, la courbe du bonheur est inversement proportionnelle au confort que nous construisons dans nos maisons. Comme le note le sociologue Patrick Charquet, plus nous y sommes confortables, moins nous voulons en sortir, et plus nous nous recroquevillons sur nous-mêmes. D'ailleurs, il note qu'un changement profond s'est opéré dans la conception même de nos espaces de vie. Les architectes ne débattent plus vraiment, en tout cas pas seulement de la luminosité des pièces et de l'ouverture des espaces, mais du nombre des écrans qu'on peut y installer. Il faut désormais s'assurer que l'on peut accrocher un écran dans chaque pièce. En fait, le confort moderne s'est transformé en cocon digital qui dessine une architecture intrinsèquement antisociale. De même pour les routines matinales que vous connaissez forcément à travers les réseaux sociaux, toutes ces personnes qui montrent leur situation parfaite. Les routines matinales, ce sont des vidéos qui sont souvent réalisées par des personnes fortunées, au physique plutôt avantageux, et qui mettent en scène une existence quasi monacale, avec une méditation le matin, une séance de journaling, un repas healthy, du yoga. Mais étrangement, il n'y a pas de traces d'enfants, de conjoints ou d'amis. La présence de l'autre y est souvent perçue comme une nuisance, une interruption dans cette chorégraphie parfaitement orchestrée du, entre guillemets, me time. Et ça pourrait être pire demain si on ne se réveille pas. En fait, notre fuite vers le digital, elle pourrait bientôt prendre une nouvelle dimension avec l'émergence des IA, intelligence artificielle, conversationnelles. En tout cas, moi, j'ai ce pressentiment que les réseaux sociaux traditionnels, ils vont perdre du terrain au profit de ces conversations avec des intelligences artificielles. Alors, ça peut sembler relever de la science-fiction, mais je le vois venir inexorablement. J'avais fait un épisode d'ailleurs sur les amitiés avec des IA ou sur les amours avec des IA. Et le plus troublant dans tout ça, c'est pas tant qu'on réalise pas qu'on parle à une machine, parce que évidemment on le sait parfaitement. Non, ce que je trouve inquiétant, c'est qu'on choisit consciemment ces interlocuteurs artificiels. Pour une raison qui est assez simple, c'est que l'IA ne nous challenge jamais. Elle apprend qui on est, elle nous valide constamment, et elle reste 24 heures sur 24 disponible. 7 jours sur 7, sans le moindre jugement. Et cette facilité, elle nous éloigne encore davantage de la complexité enrichissante des relations humaines. Donc la prescription, elle est plutôt simple. Pour quiconque évalue son bien-être en dessous de 7 sur 10, il faut privilégier les appels téléphoniques au message texte. Il faut oser la conversation avec des inconnus dans un café. Il faut s'engager dans des nouvelles activités pour rencontrer des personnes ou simplement travailler dans un espace de travail pour les indépendants. Ces petits pas peuvent sembler peut-être insignifiants, mais en fait, ils sont le début d'une transformation profonde. Moi, c'est précisément ce qui m'a poussé à choisir cette salle de sport avec mon ami Fatou. Un simple rituel matinal qui devient une norme, qui elle-même se transforme en valeur pour finalement redéfinir mes comportements. Car au fond, tout commence par ces petits choix du quotidien. Et face à ce défi, il ne s'agit pas simplement de nostalgie dans un monde pré-numérique, certainement pas. Notre besoin de connexion humaine, c'est pas un luxe, c'est pas une option, c'est une nécessité vitale pour notre espèce. Et les études démontrent invariablement que, contrairement à nos croyances modernes, une plus grande maison, une voiture de luxe, un salaire doublé au prix de notre temps libre ne font que générer plus d'anxiété. En fait, le véritable paradoxe de notre époque réside dans cette conviction que ce dont nous avons le plus besoin est de temps tout seul, du me time. C'est peut-être la plus grande erreur de notre génération.
parce que nous possédons d'innombrables opportunités de nous connecter les uns et les autres, et pourtant, on les rejette systématiquement, une par une, jour après jour. Donc pratiquer l'humain, comme me l'a conseillé mon ami neuroscientifique, c'est pas simplement un exercice de développement personnel, c'est un acte de résistance contre l'atomisation de notre société. Chaque conversation initiée, chaque sourire échangé, chaque moment de présence authentique compte. Ces interactions, elles peuvent sembler insignifiantes face à l'ampleur du défi, mais elles sont le fil qui retisse le tissu social effiloché. Et pour paraphraser Deleuze une dernière fois, la joie que nous procurent les vraies connexions humaines nous emmène dans des endroits où la tristesse et l'isolement ne nous mènera jamais. Peut-être que la vraie révolution de notre époque, ça serait simplement de redécouvrir le courage d'être présents, les uns pour les autres, de cultiver ces petits moments d'humanité partagée qui finalement donnent tout leur sens à notre existence. Car au fond, c'est pas tant la technologie qui nous isole que nos choix au quotidien. Et chacun de ces choix est une opportunité de réinventer notre façon d'être, ensemble. Alors, la prochaine fois que vous hésitez entre commander une livraison ou aller au restaurant, ou envoyer un message ou passer un appel, ou rester chez vous ou rejoindre des amis, rappelez-vous, c'est pas juste un choix pratique, c'est un choix de société. Et peut-être même un choix de civilisation. Je vous laisse sur cette idée. Connectez-vous avec les autres. Ne restez pas seul à mater des séries dans votre canapé ou dans votre lit. Sortez de chez vous, parlez-vous, c'est essentiel.